Monsieur Pierre Dortiguet, vous êtes philosophe français spécialiste des questions internationales. Je vous remercie infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Monsieur Dortiguet, le Premier ministre irakien s'est rendu à Téhéran, la capitale de la République islamique d'Iran. Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale de Russie, Nikolai Patrushev, lui aussi, il était à Téhéran. Il s'est entretenu avec les autorités iraniennes, y compris son homologue iranien, M. Ali Shamkhani. Et ces visites à Téhéran interviennent à un moment où la région traverse quand même une période agitée, tendue, avec surtout les agissements de ce groupe terroriste de Daesh. Monsieur Dortiguet, quelle est d'après vous la portée de l'importance de la visite du Premier ministre irakien et également celle du secrétaire du Conseil national de la sécurité de Russie en Iran, s'il vous plaît? Ces deux visites traduisent la réalité géopolitique du Proche-Orient et notamment porte en elle-même la signification réelle du combat qui se poursuit sur le territoire irakien. Ce qui est visé par les tenants, disons, de cette offensive, ou ceux qui sont les fauteurs, disons, de cette qui ont favorisé cette offensive, donc équipé ces hommes de Daesh, n'est pas simplement de faire tomber un gouvernement à Bagdad, car ceci, ils pouvaient l'obtenir par d'autres moyens, ni même d'intimider l'Iran. Il vise une réalité beaucoup plus large. Il vise à défaire, disons, à diminuer l'influence politique, militaire, économique de la Russie. Ils n'ont pas caché du reste que leur initiative en Syrie comme en Iran est soutenue par la Turquie, ou tout au moins par de nombreux milieux turcs, visait aussi à, disons, révolutionner, entre guillemets, des pays du Caucase ou même des régions ouïghours en Chine. Mais nous avons appris dernièrement que lors de la conférence de la Caspienne, M. Poutine avait, disons, appelé à une défense commune des pays riverains. C'est-à-dire que ces pays-là, tous ces pays qui ont des diversités, bien sûr, d'administration et, disons, même de philosophie, ont, disons, un ennemi commun. C'est-à-dire ceux qui veulent partager leurs ressources, ou plutôt, je pourrais dire plus précisément, diriger leurs ressources vers des plans qui impliquent un éloignement de la Russie, de l'Europe. Ceci, vous voyez, on ne peut pas aujourd'hui tenir compte d'une situation en Irak, d'une situation en Iran, d'une situation, mettons, dans le nord, dans la Syrie occupée par les terroristes, sans, disons, évoquer ce qu'on pourrait appeler, en citant la Russie, la pièce maîtresse du jeu aujourd'hui, sanglant, qui se déroule là-bas, que nous connaissons en Ukraine, ici en Europe, etc. Je crois que la communauté, disons, de visite, non pas seulement communauté dans le temps, ça se rencontre dans le temps, mais disons cette réunion de deux responsables aussi importants que celui qui est le comité, disons, de défense russe et de l'appareil des ministres du gouvernement irakien, ont cette signification. Ils ont cette signification, ce sont, disons, deux réalités politiques qui savent que si elles ne s'unissent pas, si elles ne se renforcent pas mutuellement, elles seront l'une après l'autre, bien sûr, écrasées ou tout au moins fortement détériorées, fortement endommagées par ceux justement qui veulent, comme on disait autrefois avec M. Bush, remodeler la carte du Proche-Orient. En réalité, remodeler la carte du Proche-Orient, ce n'est pas seulement le Proche-Orient, c'est également, disons, offrir une sorte de réorganisation du monde qui soit uniquement favorable à certains intérêts, à certains monopoles. Voyez-vous, c'est cela. Ce n'est pas une position anti-américaine que dire cela. C'est en réalité, disons,
plutôt une insistance sur la nécessité qu'il y ait une liberté des échanges dans le monde, qu'il y ait une liberté laissée aux pays, disons, de disposer de leur énergie. Voilà exactement, disons, cette question de liberté de l'énergie, d'indépendance, qu'on appelle indépendance nationale, indépendance économique, elle est au cœur, justement, de cette situation que l'on présente comme un mouvement terroriste islamique. Et d'autant plus que, en fait, en ce qui concerne la question surtout d'énergie, la Russie surtout sait très bien que quand même Daesh est un outil entre certains pays qui ont quand même des objectifs à réaliser dans la région, Monsieur Dortiguet. Oui, en effet. Vous savez, lorsque il y a eu une révolte en Tchétchénie, cette révolte qui pouvait avoir des aspects réels, disons, des revendications de justice de la part de la population musulmane, a été elle-même, disons, entièrement rendue subversive, justement, par ceux qui ont utilisé, justement, ces forces-là comme, disons, un outil pour pouvoir faire tomber, disons, affaiblir la Russie. Nous avons derrière ces forces Daesh dont vous parlez, nous avons bien sûr les Israéliens. Vous savez, j'étais encore dernièrement au Canada, j'interrogeais des gens sur cette question-là, qui avaient connu le Proche-Orient, ils me disent à qui profitent tous ces désordres, à qui profitent tous ces crimes. Eh bien, il n'y a qu'un seul pays qui profite. Ce ne sont pas réellement les États-Unis. Les États-Unis ont une politique qui est liée à leurs intérêts. Bien, c'est un système capitaliste particulier. Mais disons que ces intérêts peuvent fluctuer. Ils ne sont pas tenus d'être non plus d'être liés à des forces dévastatrices. Mais qui c'est qui a intérêt à prolonger, ces forces dévastatrices? C'est l'entité sioniste, évidemment, qui, applique la fameuse formule, vous savez, qu'on apprenait en France, c'est-à-dire que nous, comment vous dire, c'est dans le désordre, disons, que le mal peut se dissimuler. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Voilà exactement ce qu'on disait. Eh bien, nous avons cette formule appliquée à l'entité sioniste. Elle fait que s'il y a un désordre permanent dans la région, toute exigence de justice qui lui sera demandée vis-à-vis des Palestiniens, car c'est ça le problème fondamental qui dure depuis 2 ou 3 générations, et sera toujours refusée au nom de la lutte contre ce terrorisme qu'ils favorisent eux-mêmes, voyez-vous. C'est ça exactement, et ceci est une machine, bien sûr, de désordre qui est extrêmement grave, qui ne laisse d'inquiéter, bien sûr, la Russie, la Chine, qui ne laisse d'inquiéter votre pays, l'Irak, mais aussi ne manquera pas d'inquiéter, bien sûr, d'autres puissances, dont les puissances européennes, et peut-être même, certainement, une partie des élites américaines, dans les années qui vont suivre. Monsieur Dortiguet, s'agissant de l'Irak, il y a également de cette question des appels à l'endroit de l'Iran de rejoindre cette coalition soi-disant antiterroriste, mais l'Iran refuse de le faire pour certaines raisons, très particulièrement en raison de cette attitude ambivalente des pays membres de cette coalition, et également d'autant plus que cette coalition est douteuse. Il y a ceux qui disent que le véritable objectif est de renverser le gouvernement de Bachar al-Assad. Oui, bien sûr. Cette coalition est un piège. Et un piège, je dirais, non seulement dangereux, mais honteux. Parce que ce sont ceux-mêmes qui ont formé ces cadres de Daesh, qui les ont formés, je dis bien des cadres, non pas seulement dans des camps d'entraînement militaire, mais également dans les fameuses prisons que l'on connaissait, non seulement aux États-Unis, à Guantanamo, mais également sur le territoire européen, notamment en Pologne et en Roumanie. Ils ont là, disons, formé une sorte de légion étrangère à leur service, ils ont fanatisé des gens, et ils ont procédé à des lavages de cerveau, et le résultat, bien sûr, c'est que cette région est, bien sûr, sous l'emprise de ce terrorisme, et que la coalition antiterroriste n'est là, en réalité, n'est pas efficace, comme vous savez. Nous donnons l'exemple fameux, c'est un exemple qui demeura classique, quand les Américains ont bombardé, par exemple, les installations pétrolières de Syrie, après que la ville de Raqqa ait été abandonnée justement par ces fameux gens de Daesh. Ces gens-là n'ont pas été touchés. Ce sont les installations syriennes qui ont été touchées. Donc, disons que la coalition antiterroriste n'est qu'un mode déguisé, disons, de
paralyser les pays atteints par elle, voyez-vous, et de les contrôler en les mettant, ce serait le cas de l'Iran si l'Iran y participait, de le contrôler finalement par des États comme la Turquie, qui sont quand même sous le contrôle de l'OTAN. C'est-à-dire que nous saluons cette décision de l'Iran, qui est une décision très, très sage. Et je crois même que la Russie ne veut pas participer, disons, à avoir les mains liées par cette coalition antiterroriste, car elle sait très bien contre qui est dirigé le fer de lance, si je peux dire, la pointe de cette coalition. Et il s'agit en réalité de dénoncer, justement, les composants de cette coalition. Ces composants-là, ce sont justement toutes ces forces qui ont voulu renverser Bachar el-Assad, qui ont voulu renverser à travers M. Bachar el-Assad l'indépendance étatique de la Syrie, et qui ont voulu, disons, briser les reins de la seule force d'opposition qu'il y avait à l'entité sioniste. On reproche souvent à la Syrie de ne pas avoir fait, d'être resté un État, disons, de coexistence avec Israël. Et justement, piège forcer la Syrie à entrer en guerre contre lui. Et il a essayé, l'entité sioniste a essayé, par justement ces mouvements terroristes, de faire des provocations contre la Syrie. Et je crois que, disons, l'objectif est clair de cette coalition antiterroriste, c'est de permettre justement, sous, disons, un faux drapeau de résistance au terrorisme, à cette même formation d'accomplir le travail pour lequel elle est payée, elle est entretenue. Et en premier, bien sûr, par les services israéliens. Mais cela vaut des services israéliens, puisque au milieu officiel turc.